Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une nouvelle peu réjouissante pour commencer ce journal. La météo est mauvaise pour cette journée de samedi. Pratiquement partout, il y aura de gros nuages et des averses et on peut craindre aussi des orages. En revanche, les températures seront en hausse. Pour le reste, aujourd'hui, une actualité sportive assez chargée. Nous allons y revenir en détail tout à l'heure en compagnie d'Alain Bilouin. Je vous propose toutefois d'aller faire immédiatement un tour du côté des essais du Grand Prix de Pau. L'épreuve proprement dite aura lieu demain, mais cette année, on a adopté la formule britannique de présélection. Jusqu'à présent, c'est François Sevère, le playboy de l'automobile français, qui a réalisé les meilleurs temps. Comment se présente l'épreuve? Nous allons le savoir avec Bernard Pradino sur place. Bernard? Ce 32e Grand Prix de Pau s'annonce fort bien grâce au temps, il fait très beau, grâce aussi au plateau qui est lui-même extrêmement brillant. Il y a là au Grand Prix de Pau 40 parmi les coureurs automobiles les plus connus et les plus rapides surtout dans le monde. Je voudrais vous en citer quelques-uns. François Sevère, les frères Fittipaldi, Reini Wiesel qui est le vainqueur de l'an dernier, Aylwood et puis beaucoup de Français, Josso, Jabouille, Depailler, Henri Pescarolo et Jean-Pierre Beltoise. La deuxième séance d'essai vient de commencer il y a quelques instants et cet après-midi, 2 manches seront courues qualificatives pour la finale. C'est-à-dire que vous verrez d'ailleurs des images cet après-midi sur la première chaîne de l'une de ces manches grâce aux caméras d'Henri Carrier et de Jean Bescon. Et ces 2 manches seront courues par 16 coureurs chacune et seront sélectionnés pour la finale, seront retenus pour la finale les 5 premiers de chaque manche cet après-midi, plus les 3 meilleurs temps de chacune de ces manches à partir du 6e bien sûr. Ceci fera que 16 coureurs demain à partir de 15h participeront au Grand Prix de Pau à partir de 15h sur 70 tours, soit un peu plus de 193 km. Cela dit, n'empêche qu'au moment où le 32e Grand Prix de Pau s'annonce fort bien, on se pose déjà des questions sur son avenir. Il semblerait en effet, on le dit, qu'il se court cette année pour la dernière fois. En effet, la Commission internationale des courses automobiles ne veut plus entendre parler de circuits automobiles tracés en pleine ville. Et là, les caméras vous montrent que ce circuit de Pau est tracé avec des courbes extrêmement sinueuses en plein centre de la ville. C'est d'ailleurs pourquoi il est magnifique. Ici à Pau, on ne veut pas tellement parler de ce problème pour l'instant, on évite en tout cas d'en parler. Ce qu'on cherche à faire, c'est de préparer et de courir un très beau Grand Prix de Pau. Donc demain, à partir de 15h, avec 16 sélectionnés des 2 demi-finales qui seront courues dans l'après-midi. Ici, Pau, information première à vous, Cognac. Merci Bernard Pradino. Nous en reparlerons d'ailleurs de ce problème de la circulation des épreuves automobiles dans les grandes villes, que ce soit à Pau ou à Monaco, à la fin de ce journal, avec une enquête de Jean Paillet. Ce week-end est d'ailleurs un peu la fête des sports motorisés, puisqu'il y a aussi le Grand Prix de Charade. Là, il s'agit de motos et les passionnés de ce sport se sont venus nombreux à ce rendez-vous. Nous en reparlerons tout à l'heure. Le Vietnam, le département de la Défense a fait savoir au cours de ces dernières heures que des renforts américains pourraient être envoyés au Sud-Vietnam pour protéger les troupes actuellement en difficulté. Ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant, mais cela indique bien que la situation militaire sur le terrain reste difficile pour les Sud-Vietnamiens et pour les Américains. La nuit dernière, les communistes ont bombardé la ville de Phnom Penh, mais c'est sans doute le front nord qui reste le plus préoccupant. Les Sud-Vietnamiens essaient en effet de repousser les communistes qui veulent maintenant s'attaquer à la ville de Hue. Jean-Pierre Anquery. Devant la gravité de la situation à Hue, le président Thieu a remis sa casquette de militaire et est allé inspecter les positions sud-vietnamiennes autour et à l'intérieur de l'ancienne capitale impériale. Pour organiser la défense de la place et y rétablir l'ordre, après les scènes de pillage signalées par tous les correspondants, Thieu ne s'est pas contenté d'y nommer un nouveau commandant en chef, le général Trong. Il a demandé aussi aux Américains d'y envoyer d'urgence tous les renforts possibles en chars, en armes et en munitions. C'est donc un flot de caisses made in USA qui se déverse sans discontinuer sur Hue. Flot accompagné, vous allez le voir, des inévitables conseillers américains. Mais Hue n'est pas la seule ville sud-vietnamienne à se préparer à un assaut communiste. Sur les hauts plateaux, Kon Tum reste très menacé. Et ce matin, un dur affrontement a eu lieu à 11 km seulement de Pleiku, qui est la ville la plus peuplée de cette région. L'abbé Fulbert Yulu est mort la nuit dernière à Madrid, où il était établi depuis 1966, où il était en exil. D'ailleurs, l'ancien président du Congo avait 52 ans. Il a succombé à une maladie hépatique. Vous allez le voir sur ces images au cours de cérémonies à Brazzaville il y a quelques années.
Je pense que nous n'allons pas tarder à les voir, ces images. Il avait été élu président de la République du Congo en décembre 1959. Et en 1963, il était renversé par une révolution qui avait duré 3 jours à l'époque. Plus tard, il avait réussi à s'évader, 2 ans plus tard. Il était passé de l'autre côté du fleuve Congo et il était alors condamné à mort par contumace. En 1966, la France lui avait refusé l'asile politique. On se souvient qu'il était resté toute une journée à l'aéroport du Bourget en compagnie de sa famille. Et depuis, il vivait à Madrid. Il est mort la nuit dernière, je vous le disais, à l'âge de 52 ans. Les élections italiennes. 37 millions d'Italiens sont appelés à voter demain et lundi. Ils devront désigner leurs députés et leurs sénateurs. Une fois de plus, cela survient au moment où l'Italie fait face à de sérieuses difficultés économiques. Comment se présente l'échiquier politique italien sur place? Alain Cancès. En principe, il devait être sur place, mais il n'y est pas. Bien, je pense qu'auparavant, et à propos du Vietnam dont nous parlions il y a quelques instants, nous allons avoir les réactions américaines. Nous voyons les combats en compagnie de Jean-Pierre Anquery, réactions américaines, un certain désarroi quelquefois dans l'opinion publique. Emmanuel Delataille, sur place à New York. L'interruption des négociations et les démentis furieux aux rumeurs de cessez-le-feu manifestent surtout le pessimisme qui s'est emparé de Washington depuis la chute de Quang Tri. Ce pessimisme est fondé sur l'analyse suivante. Les revers militaires ont avant tout été provoqués par la débâcle des Sud-Vietnamiens et le lâchage des officiers. Avec les mutineries de Hue, c'est toute l'armée de Saigon et le régime qui menacent le krach. Ensuite, une fois de plus, on a sous-estimé les capacités d'Hanoï et surestimé l'efficacité des bombardements aériens. Bref, la situation ici est considérée comme extrêmement grave. Et le président Nixon est de plus en plus prisonnier de choix dramatiques. Ou bien tenter de redresser la situation en mettant le paquet, autrement dit en rasant le Nord, avec le double danger d'une confrontation générale et d'une défaite encore plus écrasante si ça ne réussit pas. Ou bien négocier dans la déroute, en commençant par un cessez-le-feu qui consoliderait les victoires d'Hanoï sur le terrain et l'échec de la vietnamisation. Les stratèges américains ne pensent pas que les Nord-Vietnamiens tenteront la victoire militaire totale. En effet, Hanoï, Pékin et Moscou ont été avertis que dans ce cas, le président Nixon n'hésiterait pas à recourir aux moyens les plus extrêmes, sauf bombes atomiques. En revanche, ils sont persuadés que les Nord-Vietnamiens demanderont le cessez-le-feu au meilleur moment pour négocier en position de force ou sinon se regrouper pour de nouvelles batailles. Donc un échec majeur. C'est ce qui explique à la fois les démentis aux rumeurs de cessez-le-feu imputées aux communistes, qui avaient d'ailleurs fait remonter la bourse américaine, et en attendant de voir comment cela va se tourner, le blocage des négociations qui a fait visiblement baisser le moral de l'Amérique. Nous allons donc revenir maintenant à ces affiches, je vous le montre, les affiches des élections italiennes, revenir à cet événement qui se passe chez nos amis de l'autre côté des Alpes. 37 millions d'électeurs invités à désigner des sénateurs et des députés demain, dimanche et lundi. L'échiquier politique, comme je vous le disais, en compagnie d'Alain Cancès à Milan. Les électeurs ont le choix entre 12 listes. 5 d'entre elles, par exemple, ont le faucille et le marteau pour emblème. Signe de la richesse et de la diversité de la vie politique italienne, certains diront de sa confusion et de son désordre. Parmi ces listes, une, la numéro 8, le MSI, le parti néofasciste italien. C'est un peu lui qui est au centre de ces élections. Et pourtant, c'est un petit parti. 5% à peine des voix, 20 sièges environ au Parlement, mais il est pratiquement certain d'être le grand triomphateur de ces élections en doublant le nombre de ses électeurs et donc le nombre de ses sièges. Pourquoi ? Eh bien, parce que la vague d'agitation sociale qui, depuis 3 ans, secoue l'Italie, l'agitation gauchiste également, a provoqué un réflexe de peur. Peur dans la bourgeoisie, peur chez les industriels, les petits, les moyens, peur aussi chez les grands propriétaires terriens. Et incontestablement, il y a un virage à droite en Italie. Même la démocratie chrétienne, le grand parti, celui qui est depuis toujours au pouvoir, voit une fraction de ses membres vouloir s'engager vers un gouvernement plus à droite, un gouvernement plus fort, plus autoritaire. Mais cela, les partis de gauche ne veulent pas en entendre parler. Alors, que va-t-il se passer au lendemain des élections? Le virage à droite, la gauche n'en veut pas. Le virage à gauche, la droite n'en veut pas et sans doute le centre affaibli sera-t-il incapable d'assurer à lui seul le pouvoir. Déjà, on parle de nouvelles élections, on parle de crise de régime, de désordre, d'Italie ingouvernables et pourquoi pas de coup d'État. Mais cela, tous ceux qui suivent la politique italienne le savent, on en parle depuis bientôt 20 ans. Et presque magiquement, les Italiens espèrent qu'une fois encore, avec un dosage savant, on arrivera, après les élections, à trouver une solution au centre qui permettra à la vie politique italienne de gouverner. Cette fois encore, c'est possible, mais cette fois, cela paraît difficile et cela n'est pas certain.
ici Milan, Alain Cancès, Information Première. 3 hommes ont été pendus ce matin à Ankara. Ils avaient été condamnés à mort au mois d'octobre dernier pour, je cite, tentative de renverser par la force l'ordre constitutionnel en Turquie. Les 3 condamnés avaient de 23 à 25 ans. Klaus Altman et Klaus Barbie sont bien une seule et même personne. C'est ce qu'affirme un journaliste brésilien en tout cas qui aurait recueilli ses mémoires. Et d'après le récit détaillé publié dans son journal, Altman est bien l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. Dernier épisode dans l'affaire de Bruay-en-Artois, dernier épisode en date, une perquisition qui a été effectuée au domicile des parents de la jeune victime Brigitte Devèvre. Une démarche qui avait été demandée par Maître Va. Cette perquisition a donné lieu à des réactions dans les corons à Bruay. Certains disent que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. François Cornet est toujours sur place. Jean du Coron. Tout est parti en fait d'un malentendu. Cette perquisition chez les parents de Brigitte Devèvre avait été demandée par Maître Va lorsqu'il assurait encore la défense du notaire. L'avocat pensait qu'on pourrait peut-être retrouver un journal intime, des notes, qui permettraient de jeter un peu de lumière sur la personnalité de l'adolescente. Cette descente de police fut ressentie comme un affront par les riverains qui ne connaissaient pas les raisons de cette perquisition. Pourquoi ici et pas chez Monique Mayer, criait-il, avant de s'en prendre aux enquêteurs. Cette manifestation qui s'est terminée sous les fenêtres de Madame Begamayer reflète bien le climat de passion qui s'est installé autour de cette affaire à Bruay-en-Artois. Que justice soit faite, peut-on lire sur des pancartes dans le terrain vague, vengeons Brigitte, fille de mineur. Venger Brigitte, auprès de qui? De coupables ou d'innocents? Qui le sait pour l'instant? Un comité qui se prétend apolitique et qui n'a rien à voir avec les gens des corons se propose d'informer la population et de communiquer au parquet les décisions des habitants au nom de la justice populaire. Est-ce à eux de faire justice, aux magistrats, à rechercher la vérité? L'imagination et la colère vont vite, à Bruay-en-Artois, trop vite. Le conflit du juin français va peut-être se terminer aujourd'hui. Un accord semble maintenant possible. Les syndicats et la direction s'étaient retrouvés ce matin vers 9h30 en début de matinée. Les négociations semblaient sur le point d'aboutir. Mais aux dernières nouvelles, pour l'instant, les conversations sont arrêtées. Nous n'avons pas d'autres précisions, peut-être d'ici la fin de ce journal. En tout cas, cette grève dure maintenant depuis plus de 8 semaines. Pour le reste de l'actualité française, il faut rappeler le comité central de l'UDR qui s'est réuni hier. À propos du référendum, M. Chaban-Delmas a dit qu'il ne fallait pas transformer en échec un semi-succès. Pour le Premier ministre, l'unité est importante également au sein du plus grand parti de la majorité. Ne nous créons pas à nous-mêmes d'autres faiblesses en nous divisant, a-t-il dit. Et à propos des scandales immobiliers, on a relevé une petite phrase qui semble signifier que le Premier ministre entend bien rester en place d'ici les élections législatives. Les coquins, a-t-il dit, auront été condamnés d'ici 73, là à propos des scandales immobiliers, je vous le disais, et ce sera moi et vous, a-t-il dit, qui pourront le proclamer. Une information de dernière minute aussi à propos de la situation en France. Vous savez qu'il y a une certaine nervosité dans les lycées depuis 24 heures. Et une bombe a explosé au lycée d'Annemasse ce matin vers 10h moins le quart. Elle était dissimulée au 3e étage dans ce lycée. Elle a explosé dans le voisinage d'autres classes. L'une était occupée par des élèves. Il y a plusieurs cloisons qui ont été soufflées, mais aussi quelques élèves qui ont été blessés. Soyez prudents sur la route pendant ce week-end. Je vous le disais au début du journal, les routes seront sans doute glissantes. Les députés ont d'ailleurs évoqué hier à l'Assemblée nationale le problème de l'accroissement des accidents de la route. À ce sujet, M. Baumel a évoqué une idée qui lui avait été soumise, celle de faire passer un nouvel examen pour le permis de conduire aux responsables d'accidents graves. Une initiative qui, éventuellement, si elle voyait le jour, pourrait peut-être faire lever un peu le pied des automobilistes. Peut-être. Catastrophe aérienne en Sicile, un DC-8 italien s'est écrasé sur une colline de la région de Palerme. Il y a 115 morts et aucun rescapé. D'ores et déjà, on met en cause la situation géographique même de l'aéroport de Palerme qui est situé au creux des montagnes. Cette fois-ci, la manœuvre d'approche, qui est toujours délicate, s'est mal terminée. L'appareil a percuté la montagne et aussitôt explosé. Et puis encore des détournements d'avions dans l'actualité aujourd'hui. Il y en a 2 qui se déroulent en ce moment même de l'autre côté de l'Atlantique. D'abord, un appareil de la Western Airlines, un Boeing 737. Le pirate a d'abord manifesté l'intention de se rendre à Hanoï. L'appareil qui se trouvait ensuite à Dallas vient de redécoller pour Cuba. Il y a une 60aine de personnes à bord. Et le pirate de l'air, on vient de l'apprendre à l'instant, qui s'était emparé de cet avion, a sauté en parachute aux alentours de Belize, au Honduras britannique. Procédé qui est maintenant couramment utilisé dans ce genre de circonstances. L'autre détournement concerne
concerne un Boeing 727 cette fois-ci. Le pirate a voulu changer d'avion, ce qui s'est produit d'ailleurs au cours d'une escale à la Nouvelle-Orléans. Il a réussi à emporter avec lui 300 000 $ de rançon, c'est-à-dire 150 millions d'anciens francs et 6 parachutes, ce qui laisse entendre que lui aussi a l'intention de sauter. L'actualité sportive, assez importante aujourd'hui, je vous le disais. D'abord, en tennis, les Français pavoisent pour une fois, puisqu'ils sont en train de mener dans la Coupe Davis contre les Britanniques. 2 victoires hier, celle de Proisy et celle de Barthès, Alain Billoin. Oui, les Français alignés, les Anglais alignés, il est vrai, une équipe assez faible. Et Proisy et Barthès n'ont pas eu de mal à remporter les 2 premiers simples en 3-7 nets. Cet après-midi, le double sera décisif entre Barthès-Govan et Lloyd-Pêche, les Anglais. Et en principe, ce soir, la France devrait se qualifier pour le prochain tour contre l'Espagne. Mais cette fois, ça sera beaucoup plus difficile. Le reste de l'actualité? Alors en basket, hier soir, une belle victoire des Français à Arnhem contre la Grèce, 50-47, 3 points. Ça a été assez difficile, mais c'est suffisant finalement pour permettre aux Français de se qualifier pour la poule finale qui débutera dimanche, la poule finale du tournoi pré-olympique, qui débutera dimanche avec un match France-Pologne. Et puis en rugby, ce matin, les sélectionneurs se réunissent à Toulouse pour former l'équipe de France qui va effectuer une tournée en Australie. On se posait un certain nombre de questions à propos de Mazot et Cantoni. Eh bien, ils figurent tous les deux dans cette sélection, ce qui va mettre un terme en quelque sorte à la campagne de presse qui avait été déclenchée contre les sélectionneurs. En revanche, ne figure pas dans cette sélection Benoît Doga, qui était le recordman de France des sélections, et Siller et Pébert. Walter Spanghero sera le capitaine de cette équipe de France. Et puis c'est aussi la fête de la moto aujourd'hui. Oui, la fête de la moto avec le Grand Prix de France qui se déroulera demain sur le circuit de Charade à Clermont-Ferrand. Une grande vedette, l'Italien Agostini, qui est un petit peu l'idole des passionnés de la moto. Dès hier, le Continental Circus avait planté son chapiteau à Clermont. C'est un spectacle insolite et pittoresque. Et voici un reportage de Claude Jérôme. Clermont-Ferrand et le circuit de Charade sont depuis hier le centre d'intérêt des amateurs de 2 roues. Ce circuit des Monts d'Auvergne sera en effet demain le cadre de l'unique épreuve disputée en France au titre du championnat du monde. 20 nations sont représentées, tous les champions du monde, nos champions nationaux sont à l'appel. Hier, ils n'ont pas fait d'exploit au cours des essais libres, ils se réservent bien sûr pour cet après-midi. Ils ont surtout testé et fait une dernière mise au point de leur mécanique. Quelques chutes ont été enregistrées. Pour l'anglais Mackin, une fracture de la clavicule, pour le français Chamard, fracture de l'avant-bras droit. Un incident, le français Eric Offenstadt n'a pas participé aux essais pour retard au contrôle. Il prouvera cependant tout à l'heure. Pour ce Grand Prix, un rassemblement jamais enregistré en France. Les machines les plus perfectionnées, le retour des grandes écuries officielles d'usine et la participation de nouvelles concourront à donner à cette épreuve un intérêt des plus passionnants. Dans quelques minutes, le départ des essais chronométrés sélectifs pour les courses de demain. 5 catégories, 125, 250, 350 et 500 cm3 et les sidecars 500. 56 engagés par série vont s'affronter sur ce circuit très tourmenté et difficile, long de 8055 mètres, comprenant 51 virages, dont 24 d'un rayon inférieur à 100 mètres. La bataille sera rude, surtout en 350 et 500, où les meilleurs se heurteront à la valeur et à la ténacité de l'Italien Giacomo Agostini, 10 fois champion du monde, qui nous donne à présent ses impressions sur le circuit. C'est un très bon circuit et c'est un très difficile circuit. Seulement une chose, qu'il n'a pas de protection pour... il n'a pas beaucoup de protection, il n'a pas de balles de paille. Il n'a pas beaucoup, c'est seulement... Quelques-unes, oui. Les rails vous gênent. Les rails, oui, c'est très dangereux pour la moto. Pour la voiture, c'est bien, mais pour la moto, c'est très dangereux. Nous continuons à recevoir des images des essais du Grand Prix de Pau que nous voyions tout à l'heure, dont nous parlions au début de ce journal, ce Grand Prix de Formule 2. Je vous propose d'y revenir maintenant avec l'enquête de Jean Payet à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Les images que vous allez voir ont été tournées l'année dernière. Elles montrent bien le problème qui se pose dans ces grandes épreuves automobiles qui se déroulent à l'intérieur même des villes. Problème d'organisation, mais surtout, bien sûr, problème de sécurité. Ce qui est vrai pour Pau l'est aussi pour d'autres épreuves, je vous le disais, comme par exemple le Grand Prix de Monaco. Enquête de Jean Payet. Le circuit de Pau est le seul en France, dans la cité, le deuxième dans le monde étant celui de Monaco. Pensez bien que l'organisation d'une épreuve dans un circuit dans la cité nécessite un important dispositif à mettre en place répondant à 2 préoccupations essentielles
la protection du public et la protection des pilotes. Un plan de sécurité est établi pour ces deux protections qui réunit par exemple un très important service d'ordre, 250 gendarmes, un personnel spécialement réservé à l'organisation sportive de l'épreuve, 80 commissaires de route, un service de sécurité de 70 pompiers, du matériel d'incendie, des véhicules d'incendie, des ambulances, 120 secouristes sous les ordres d'une dizaine de médecins, 4 réanimateurs avec du matériel de réanimation mobile et fixe, une voiture de réanimation qui peut, au besoin, emprunter la piste. Enfin, beaucoup de choses qui concourent encore une fois à une très grande sécurité. Nous avons été obligés de créer des tribunes en dur à la suite d'une nouvelle réglementation consécutive à l'accident des 24 heures du Mans au mois de juin 1955. Je crois qu'on est quasiment assuré d'avoir une compétition automobile se déroulant dans les meilleures conditions. Là, c'est le virage de la gare. Il est 3 en seconde. Oscar, il se prend en 3e. Virage glissé. Par moment, la double courbe et par moment. La chicane fauche. Et la descente, point Miro. Ça, c'est la chicane. Un circuit dans la cité a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Je ne voudrais, pour mémoire, que citer les inconvénients qu'ont par exemple les riverains, par le bruit, par certaines nécessités de parquer les voitures ailleurs. Mais ce sont quelques inconvénients mineurs par rapport à l'intérêt que présente le Grand Prix automobile pour la ville de Pau. Voyons ce que coûte ce Grand Prix de Pau. On peut distinguer plusieurs postes. Il y a d'abord les annuités de l'emprunt contracté pour les tribunes qui se trouvent sur le Grand Prix automobile. Ces annuités se montent à 4 400 000. Il y a également, ce qui est d'ailleurs assez normal, le déficit du Grand Prix qui se monte aux alentours de 2 millions. Et nous avons cette année entrepris des travaux sur le circuit pour près de 13 millions. Donc, rien que pour la mise en état du circuit par lui-même, cela se monte à 19 millions. Il faut y ajouter toutes les prestations fournies par la ville sur le plan technique. Le service de la voirie, il s'agit de préparer le circuit, les glissières, les échappatoires, les refuges, la paille, les fûts,
le service des bâtiments communaux, le service des ateliers, également le service des parcs et jardins. Il est évident que l'on doit faire tout un système de clôture, et puis ensuite il y a la remise en état des lieux. Ceci se monte environ à 4 millions. Ce qui nous fait, pour les finances communales, un coût qui peut paraître élevé et qui l'est en fait de 23 millions. En conclusion, que peut dire le maire d'une ville comme Pau devant le Grand Prix automobile? Il ne peut que se féliciter de l'existence de ce Grand Prix. On ne peut que demander que ce Grand Prix continue. Mais il est indiscutable qu'il faut avec fermeté poser le problème de ces Grands Prix automobiles dans la cité. Et ici, le Grand Prix de Pau, s'il doit continuer, s'il doit être vraiment un élément de prestige pour notre ville, il ne faut pas oublier cependant qu'il coûte très cher. Un mot de sport encore et de football avec la finale de la Coupe d'Angleterre cet après-midi à 15 h sur la première chaîne Leeds-Arsenal. Nous en reparlerons ce soir. La sainte du jour, Sainte Prudence, qui est née à Milan au XVe siècle, a été religieuse dans cette ville, puis supérieure à Côme. Demain c'est la Sainte Gisèle. Bonne journée à tous.